La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon frère a fait une randonnée dans les Appalaches. Ce qui est revenu n'est pas lui. Mon frère, Kevin, ce n'est pas son vrai nom, j'essaie de préserver son anonymat, a toujours aimé le plein air. Quand il était enfant, il partait se promener dans les bois derrière la propriété de mes parents et y restait pendant des heures. Il disait que le contact avec la nature lui apportait beaucoup de paix. Il y a quelques mois, les choses ont commencé à se dégrader pour lui. En l'espace de 6 semaines, il a perdu sa petite amie, son emploi et son appartement. Il a fini par revenir vivre chez moi et mes parents pour essayer de se remettre sur pied. C'était difficile de le voir dans cet état. Je veux dire, il n'a jamais été quelqu'un que je qualifierais d'éternel optimiste, mais cette petite étincelle qu'il avait toujours eue avait disparu. Au printemps dernier, je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine au milieu de la nuit, en train de picorer un morceau de pizza froide. C'était la première fois que je le voyais manger quelque chose depuis des jours. Je lui ai dit qu'il devrait peut-être retourner dans la nature, faire des randonnées, ou peut-être partir en week-end en camping en solo. Je lui ai dit que j'avais remarqué qu'il semblait déprimé ces derniers temps et que le fait d'être dehors pourrait peut-être l'aider à se retrouver. Sur le moment, je n'étais pas sûr qu'il m'écoutait vraiment, mais il a pris une bouchée de pizza, m'a serré la main, m'a dit qu'il m'aimait et est retourné dans sa chambre. Le lendemain matin, il a annoncé à mes parents qu'il allait parcourir le sentier des Appalaches. Ma mère était réticente, mais Kevin lui a dit qu'il se connaissait suffisamment pour savoir que rester assis chez lui dans sa chambre lui causait plus de stress que de sortir et d'aller dans l'endroit où il se sentait le plus à l'aise. Mon père a simplement répondu que tant que Kev donnait de ses nouvelles tous les 2 ou 3 jours, il ne voyait pas où était le problème. Mon père a fait remarquer que Kevin n'était pas inexpérimenté, puisqu'il avait été scout, puis Eagle Scout, puis passionné de camping. Les gens font cette randonnée tout le temps. Si c'était dangereux, personne ne s'en vanterait. Je me souviens exactement de ces mots. Je ne sais pas pourquoi ils sont restés gravés dans ma mémoire, mais c'est peut-être parce que Kevin semblait s'être un peu éclairci le visage après que mon père lui ait donné sa bénédiction d'une manière un peu détournée. Les 2 semaines suivantes ont été consacrées à aider mon frère à préparer ses affaires, à enregistrer sa randonnée et à acheter un billet d'avion pour la Géorgie, où il allait commencer son voyage. Le soir de son départ, notre mère était bouleversée. Elle n'arrêtait pas de s'agiter autour de lui comme s'il n'était pas un homme adulte. Elle lui demandait sans cesse s'il avait tout ce dont il avait besoin, et il ne cessait de lui assurer que oui, et qu'il nous donnerait de ses nouvelles une fois arrivé au départ du sentier. Avec le recul, il semblait vraiment enthousiaste. Si j'avais su ce qui allait se passer, je ne l'aurais jamais laissé partir. Mon frère a appelé comme il l'avait promis, juste au moment où il commençait son voyage. Il a même envoyé une photo dans notre groupe de discussion familiale, sur laquelle on le voyait devant un décor de montagne bleu-violet et de végétation luxuriante. Il levait le pouce et arborait son sourire en coin légèrement décentré caractéristique. Il a écrit « Je suis enfin arrivé. Je vous aime. On se parle quand j'aurai une meilleure réception. » Au cours des jours suivants, Kevin nous a envoyé des photos et des vidéos, généralement de son environnement, mais parfois aussi des selfies accompagnés de la légende « Preuve de vie ». Mais au fil des jours, les nouvelles se sont espacées. Les messages quotidiens sont devenus des messages tous les 3 ou 4 jours. Mon père a mis cela sur le compte d'une réception cellulaire irrégulière, ce qui était logique, et ce n'était pas comme si les messages avaient complètement cessé. D'après ce que je pouvais déduire de ses photos et de ses courts messages, il passait un bon moment.
C'est environ 1 mois et demi après le début de son voyage que nous avons réalisé que cela faisait presque 2 semaines que nous n'avions plus aucune nouvelle de Kevin. Nous avons appelé les autorités. Nous leur avons donné toutes les informations dont nous disposions. Mais d'après ce que nous savions, il était difficile de dire qu'il avait disparu. Pour la police, il avait simplement décidé de se couper du monde et envoyer des équipes de recherche et de sauvetage coûterait des milliers de dollars et pourrait être un gaspillage de ressources, surtout si quelqu'un d'autre en avait besoin. Ils ont dit qu'ils allaient passer un message aux Ridge Runners, les gardes forestiers, et que s'ils voyaient Kevin, ils devaient lui dire de nous contacter. Ma mère, bien évidemment, était furieuse. Mais je ne pouvais pas vraiment reprocher aux policiers leur réaction. Nous n'avions aucune preuve que Kev ne se sentait pas bien dans la nature. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un SMS avec juste une photo du coucher du soleil et les mots « Tout va bien ici ». C'est ainsi qu'a commencé notre nouvelle routine de communication avec mon frère. Il passait de longues périodes sans donner de nouvelles, juste assez longtemps pour que ma mère commence à paniquer, puis nous recevions une photo floue accompagnée d'une légende générique telle que « Regardez ce que j'ai vu aujourd'hui » ou « J'aimerais que vous soyez tous là ». Un soir, en parcourant les photos qu'il avait envoyées, j'ai remarqué qu'il y avait une tache noire à l'arrière-plan de toutes les photos prises avant que nous appelions la police. Elle était trop floue pour être clairement identifiable, et elle ne semblait pas provenir d'un animal ou d'un mouvement capturé par l'objectif de l'appareil photo. Mais après la première photo qu'il a envoyée, après que nous l'ayons portée disparue, la tache avait disparu. Kevin est rentré plus tôt que prévu, sans avoir prévenu personne de ses intentions. Un soir, pendant le dîner, quelqu'un a frappé bruyamment à la porte. Mon père s'est levé pour aller l'ouvrir et a trouvé Kevin devant la porte. Il avait le cheveu long et filasse, une barbe clairsemée sur les joues et la mâchoire. Ses lèvres étaient sèches et gercées, et ses gencives étaient recouvertes d'une couche de sang séché. Il était maigre comme un clou. Il avait perdu au moins 15 kilos, et il n'était déjà pas très corpulent au départ. Ses vêtements étaient sales, couverts de boue et de débris, et ses chaussures semblaient usées jusqu'à la semelle. Ma mère poussa un cri aigu et se précipita vers lui. Pour être franc, l'odeur qui se dégageait de lui me donna envie de vomir. On aurait dit qu'il s'était enduit les aisselles de viande pourrie. Mon père le regardait sous le choc. Quand il finit par parler, sa voix était sèche et rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des semaines. « Maman !» C'est tout ce qu'il put dire avant de s'effondrer dans ses bras. Je ne vais pas vous ennuyer avec tout ce qui s'est passé après. Il y a eu beaucoup d'embrassades, des larmes, puis une très très longue douche, mais quelque chose ne tournait pas rond. Kevin est allé se coucher presque immédiatement après. Il nous a à peine regardés. Le lendemain matin, il a pris son petit-déj avec une voracité qui m'a donné la chair de poule. Il avalait d'énormes bouchées, s'arrêtant à peine pour respirer. Ma mère n'arrêtait pas de remplir son assiette de bacon, de brouillé et de pain grillé. Il ne s'est arrêté qu'après avoir consommé une miche de pain entière, 2 paquets de bacon et près de 2 douzaines d'œufs. J'ai essayé de lui poser des questions sur le voyage. J'ai essayé de lui faire dire quoi que ce soit. Mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des grognements et des « avant qu'il ne retourne lourdement dans sa chambre. Les jours suivants se sont déroulés de la même manière. Kevin mangeant des quantités incroyables, dormant pendant des heures, puis marmonnant pendant les conversations. Il lui a fallu environ 1 semaine pour recommencer à communiquer comme un être humain. Mais même alors, c'était guindé, maladroit, artificiel. Il est rentré chez lui depuis près d'1 mois maintenant, et quelque chose ne va pas. Sa voix a changé d'une certaine manière. C'est toujours sa voix, mais c'est comme s'il y avait une deuxième voix enfouie en dessous, comme si quelqu'un essayait de s'harmoniser avec lui pendant qu'il parle. Il se déplace péniblement dans la maison, comme si ses genoux étaient bloqués, mais il refuse d'aller chez le médecin. Le pire, c'est l'odeur. Elle ne disparaît toujours pas. Peu importe le nombre de douches qu'il prend ou leur durée, il empeste toujours la mort. J'aurais pu ignorer tout cela, mettre cela sur le compte de son isolement dans les bois pendant des semaines,
Mais après ce qui s'est passé ce soir, je n'arrivais pas à dormir. Cette sensation de peur dans mon estomac que je ressentais depuis son retour ne m'avait pas quitté. Et honnêtement, elle m'empêchait de dormir la plupart des nuits. J'essayais de m'endormir quand j'ai entendu la porte arrière s'ouvrir en grinçant. Je me suis glissé hors de ma chambre et j'ai traversé le couloir. De là où j'étais, je pouvais voir la cuisine à travers la fenêtre donnant sur le jardin. J'ai vu mon frère accroupi sur ses mains et ses genoux. Il tremblait violemment, comme si tous les muscles de son cou et de sa tête étaient pris de spasmes. Il a écarté les jambes et a secoué la tête vers le sol, hors de mon champ de vision. Je craignais qu'il ne soit victime d'une crise d'épilepsie. Alors j'ai couru vers lui pour voir ce qui se passait, et c'est là que je l'ai vu. Sa tête était enfoncée profondément dans la carcasse d'un des chats de nos voisins. Il mâchait son petit corps, du sang coulant entre ses dents. L'animal était clairement mort depuis au moins un jour. Son corps était gonflé et ses yeux étaient ternes et vitreux. Kevin a plongé la main dans le corps du chat et a commencé à en arracher des morceaux de muscles et de tendons, les avalant bruyamment comme il avait mangé dans la cuisine de notre mère l'autre jour. En appuyant son pouce sur le crâne de l'animal, il lui a arraché un œil et l'a recraché comme un grain de raisin. Je me suis enfui. Je suis retourné dans la maison et j'ai verrouillé la porte derrière moi. J'étais sur le point de retourner dans ma chambre quand cette odeur m'a frappé. Cette horrible odeur de mort qui flottait autour de mon frère. J'ai ouvert la porte de sa chambre et je me suis avancé de quelques centimètres à l'intérieur. Enveloppés dans la literie, se trouvaient les cadavres en décomposition d'une vingtaine d'animaux. Des lapins, des souris, des écureuils. J'ai essayé de courir vers la chambre de mes parents pour les réveiller, pour leur dire qu'il fallait appeler quelqu'un. En me retournant, j'ai vu Kevin à la fenêtre de la cuisine, le corps couvert de sang. Il me regardait à travers la vitre, la tête inclinée à un angle qui ne semblait pas possible. Les vertèbres de son cou ressortaient sous sa peau. Il s'est jeté contre la fenêtre et j'ai crié. Mes parents se sont alors réveillés. Ils m'ont trouvé dans le couloir, en sanglots, en sueur, tremblant de peur. Je leur ai raconté ce que j'avais vu et mon père s'est précipité dehors pour essayer de... je ne sais pas exactement ce qu'il essayait de faire, mais cela n'avait pas d'importance, car mon frère avait disparu. Nous avons appelé la police, et ils ont dit que mon frère semblait avoir eu une sorte de crise mentale. Peut-être avait-il attrapé un parasite dans les bois qui avait affecté son cerveau. Je sais pourtant qu'ils ont tort. Quelle que soit cette chose, ce n'est pas mon frère. Mon frère est parti pour le sentier des Appalaches et n'est jamais revenu. Je pense que cette tache noire sur les photos était quelque chose qui le traquait. Et je pense que cette chose a réussi. Quelle que soit cette chose, elle a tué mon frère et d'une manière ou d'une autre, son corps est revenu à la maison. Mon frère a disparu, mais je suis terrifié à l'idée qu'il revienne. Je ne pensais pas vous en dire plus à propos de mon frère. Mais d'un autre côté, je pense vous en avoir dit trop, donc je vais continuer mon histoire. En fait, récemment, tout a atteint son paroxysme, je suppose, et ma famille et moi vivons actuellement le pire des scénarios. Mes parents et les policiers organisaient toujours des équipes de recherche dans les bois entourant notre maison. Leur hypothèse était que Kevin souffrait d'un trouble mental sous-jacent qui avait été aggravé par les semaines d'isolement sur le sentier. Ils pensent également qu'il a peut-être été drogué pendant son séjour là-bas et que la réaction chimique de cette drogue a provoqué une sorte de psychose. Je n'ai pas eu le courage de leur dire que cette chose n'était pas mon frère. Je ne pense pas pouvoir dire que j'avais accepté le fait qu'il était parti à ce moment-là. Mais je savais que quoi que ce soit que nous trouvions de lui, si nous trouvions quoi que ce soit, ce ne serait pas mon frère. Eh bien, nous l'avons retrouvé. C'est arrivé hier soir. Il était tard, mais mes parents étaient encore dehors avec la police et les chiens pisteurs dans les bois. On m'avait dit de rester à la maison au cas où ils reviendraient pendant leur absence. J'étais assis dans le salon, gardant un œil sur le jardin latéral où les bois commencent à s'épaissir.
quand j'ai entendu ce bruit étrange, comme un tchac. C'était lent et régulier, comme un métronome. Tchac, pause, tchac, pause, tchac. De ma position dans le salon, je pouvais voir une ombre se projeter sur la table de la salle à manger, éclairée par les lampadaires de la rue. La maison de mes parents est en forme de U. On peut faire le tour du rez-de-chaussée en passant de la cuisine à la salle à manger, puis au salon et revenir au point de départ. Je me suis glissé hors du canapé et j'ai marché accroupi jusqu'à la cuisine. De là, j'étais suffisamment caché par le mur qui séparait le salon et la salle à manger pour pouvoir voir la baie vitrée qui donnait sur le jardin devant la maison. Mon frère était là. Ou plutôt, la chose qui se faisait passer pour mon frère. Il se tenait devant la fenêtre, se balançant d'avant en arrière sur ses talons. Il s'approchait trop près et son front heurtait la fenêtre. Puis il reculait comme si cela l'avait surpris, faisait une pause, puis se balançait à nouveau vers l'avant. Il avait l'air épouvantable. Sa peau était jaunâtre et luisante de sueur, ce qui n'avait aucun sens puisqu'on était en novembre en Nouvelle-Angleterre et qu'il n'avait pas fait plus de 10 degrés depuis des semaines. Ses lèvres étaient recouvertes de sang séché, et j'en savais assez à ce moment-là pour comprendre que ce n'était pas le sien. Mais le pire, c'était ses yeux. Ils étaient d'un bleu pâle maladif. Les lentilles semblaient cataractées, et ses pupilles étaient dilatées, sans mise au point. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge, et j'ai eu l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je l'ai gardé des yeux pendant que je cherchais mon téléphone portable et essayais de composer le numéro de la police. Le téléphone a sonné et j'ai attendu que l'opérateur décroche. Il y eut un léger clic, puis... « Police de Middleton County. Avez-vous besoin de pompiers de la police ou d'une ambulance ?» J'ai commencé à parler. Puis soudain, Kevin a semblé se concentrer sur moi. Peut-être avait-il entendu ma voix. Ses yeux troubles ont semblé se focaliser pendant un instant, se fixant sur moi, accroupi derrière le mur. Je ne savais pas s'il pouvait me voir. Il n'aurait pas dû pouvoir depuis sa position, mais les coups sont devenus plus forts et plus urgents. J'ai donné mon nom et mon adresse à l'opérateur. Kevin, lui, a commencé à frapper contre la fenêtre de plus en plus vite. J'ai essayé d'expliquer que mon frère disparu était de retour, mais que quelque chose n'allait pas. Qu'il essayait de faire quelque chose de mal. Le craquement de la vitre était le bruit le plus fort que j'avais jamais entendu. J'ai regardé mon frère se cogner la tête encore et encore contre la vitre. Du sang coulait sur son front. Puis le craquement s'est transformé en fracas lorsque mon frère a brisé la vitre. J'ai crié. J'ai laissé tomber mon téléphone et je me suis enfui. La seule pièce de la maison de mes parents qui possède une serrure est la salle de bain. Alors je m'y suis précipité et j'ai verrouillé la porte. Une fois à l'intérieur, j'ai entendu Kevin tomber à travers la fenêtre brisée et se déplacer lourdement dans la maison. Ses pas semblaient anormalement lourds, comme s'ils étaient gorgés d'eau. J'entendais le bruit du verre brisé sous ses pieds, et j'ai cherché autour de moi quelque chose, n'importe quoi, que je pourrais utiliser comme arme. Je me répétais sans cesse que je ne me laisserais pas faire sans me battre. Aussi silencieusement que possible, j'ai retiré le couvercle du réservoir des toilettes. Il était lourd et en porcelaine, et je me suis dit que même s'il ne tuait pas cette chose, il l'étourdirait au moins suffisamment pour me donner le temps de m'enfuir. Je pouvais l'entendre derrière la porte, reniflant l'air comme un chien. J'ai retenu mon souffle et je me suis préparé. Il ne s'est rien passé pendant quelques instants. Aucun bruit de pas ni de reniflement. J'ai attendu quelques secondes supplémentaires avant de m'agenouiller et de jeter un œil sous la porte. L'œil mort de mon frère me fixait. J'ai crié lorsque la porte a commencé à se bomber, alors que cette chose poussait de tout son poids contre le cadre. J'ai saisi à nouveau le couvercle du réservoir et je me suis préparé. C'est alors que j'ai entendu les sirènes. J'entendais des cris provenant de l'extérieur et le bruit des bottes piétinant le verre brisé. La chose ne s'arrêtait pas. Elle continuait à se jeter contre la porte. J'ai entendu l'un des policiers crier « Taser !» puis un cliquetis rapide. Il y a eu d'autres cris, d'autres cliquetis, puis l'un d'eux a dit « Arrêtez ou nous tirons !»
La chose derrière la porte s'est arrêtée un instant, puis elle s'est précipitée sur les policiers. Je pouvais entendre ses pas lourds sur le sol. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les coups de feu. C'est là que j'ai en quelque sorte perdu connaissance. D'après ce que m'ont dit les policiers, ils ont réussi à me sortir de la salle de bain. Mes parents ont été rappelés des bois et on leur a dit que leur fils avait été trouvé en train d'essayer d'attaquer leur autre fils. On leur a dit qu'il avait été tué après avoir tenté d'attaquer un policier. Nous sommes maintenant dans un hôtel près du commissariat. Ils vont nous interroger à nouveau demain matin. Ils prévoient de faire une autopsie sur mon frère. Mes parents ne m'ont pas adressé la parole depuis notre arrivée ici. Je pense qu'ils me tiennent pour responsable. Ce n'est pas moi qui ai tiré sur mon frère, mais c'est moi qui ai appelé l'homme qui l'a fait. Pour les gens qui espèrent un miracle ou une fin heureuse, je suis désolé. Mais voilà. Je vous tiendrai peut-être au courant lorsque le rapport d'autopsie sera finalisé, mais honnêtement, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Mon frère Kevin était gentil, drôle, intelligent et surtout aventureux. Ce n'est pas lui qui est rentré à la maison. Mon frère est mort sur les sentiers et non pas en se vidant de son sang sur le sol de la maison où nous avons grandi. Je ne pense pas que nous aurons jamais de réponse, à moins que certains d'entre vous n'en aient. Serrez vos proches dans vos bras ce soir. Et toi, grand frère, repose en paix.